Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec des propriétaires de cantines établis au marché Sandaga qui ne veulent pas du champ des courses comme site de recasement. Ils déplorent, disent-ils, la gestion solo des autorités qui veulent faire du forcing. Pandémie du coronavirus, le Sénégal franchit la barre des 100 morts. 105 nouvelles contaminations enregistrées ce samedi, dont 21 issues de la transmission communautaire. Le maire de Dakar demande aux jeunes à faire preuve de plus de responsabilité. Soham El Wardini soutient que vivre avec le virus ne veut pas dire défier le virus. Et puis le cadre unitaire des associations des retraités du Sénégal engage le bras de fer contre la nouvelle direction de l'IPRES. Il exige un audit de la boîte et la publication des rapports émanant de ce contrôle. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Des propriétaires des cantines établies au marché Sandaga disent non à la délocalisation. Ils ne comptent bouger dans iota. Ils accusent les autorités de vouloir faire du forcing, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Pape Faraning et Ahmadouba. Ce sont des commerçants déterminés. La délocalisation des propriétaires de cantines au marché Sandaga risque d'être mouvementée. Les marchands sont catégoriques. Ils ne comptent pas bouger. Non, pour le moment, on a décidé de ne pas y aller. Cette décision n'engage que les autorités. C'est du forcing. Donc, nous allons attendre pour voir la suite. Ils déplorent l'attitude des autorités qui veulent faire du forcing. Selon eux, cela ne passera pas car le site n'est pas adéquat. Les normes n'y sont pas parce que d'abord, pour le choix du site, il fallait qu'on soit impliqué. Mais aussi, il fallait recenser d'abord le nombre de cantines. Ce qu'on sait, c'est que ce site a 500 cantines. Non seulement les cantines ne sont pas bien faites, et puis les cantines sont très étroites. Nous ne sommes pas prêts pour quitter maintenant. Ça dépend des autorités. Elles ont l'habitude d'utiliser des méthodes peu orthodoxes, comme brûler les cantines ou bien utiliser la force. Le site des champs des courses ne nous convient pas. Pourtant, des solutions ont été trouvées entre les commerçants et l'État. Centre commercial boo xam ne président dafa ne moo koy financé ak fonds propres mu war a nekk fee ci fi ñu naan laayeen ci angle bee rek à 5 milliards bu ko defee cantine yi nga xamante ni moo nekk ci kaw tali bi ñu jël yëpp dugal ko ci bu ko defee voie bi dégagé loolu rek la. Le ministère de l'Urbanisme a fixé pour le 3 juillet la date limite pour l'installation définitive au site des champs de courses. Les propriétaires de cantines établis à Sandaga campent toujours sur leur position. Cela risque de perturber la délocalisation. Pape Faraning, le Sénégal enregistre 4 nouveaux décès liés au Covid-19 et franchit ainsi la barre des 100 décès, 102 au total. Sur 1009 tests réalisés, 105 sont revenus positifs, 84 cas contacts et 21 cas issus de la transmission communautaire. Suivons les explications du ministre de la Santé. Sur 1009 tests réalisés, 105 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,4%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 84 cas contacts suivis par nos services. 21 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Rufisque 5 cas, Mbao 2 cas, Fatick 2 cas, Médina 1 cas, Guédiawaye 1 cas, Mbour 1 cas, Pikine 1 cas, Patte d'Oie 1 cas, Keur Massar 1 cas, Saint-Louis 1 cas, Liberté 6 1 cas, Ouakam 1 cas, Cambérène 1 cas, Yarax 1 cas, Mamel 1 cas. 62 patients hospitalisés sont déclarés guéris ce jour. 26 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 nouveaux décès
liés au Covid-19 ont été enregistrés dans nos services le vendredi 26 juin 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 6 459 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 4 255 sont guéris, 102 décédés. Par conséquent, nous avons présentement 2101 cas en traitement dans nos structures. Justement, le maire de Dakar est très préoccupé par la progression de la pandémie dans la capitale sénégalaise. Soham El Wardini estime qu'il faut nécessairement responsabiliser les jeunes et leur faire savoir que vivre avec le virus ne veut pas dire défier le virus. Je vous propose de la suivre dans cet élément signé Pape Faraning et Ahmadouba. Épicentre de la Covid-19, Dakar s'engage pour stopper la propagation rapide du virus. Le maire de la ville affiche son inquiétude et fait appel à une mobilisation générale pour une lutte efficace contre le coronavirus. Vous le savez, l'heure est grave. La propagation du virus s'accélère. Dakar est l'épicentre de cette maladie. Nous sommes obligés de vivre avec ce virus, mais ça ne veut pas dire baisser les bras, ne pas respecter les consignes. Et ça, c'est une priorité. Ce masque-là, ce masque que vous avez produit, ces 30 000 masques seront d'un apport important. C'est dans ce sillage que les femmes parlementaires ont entamé leur campagne 1 million de masques pour gagner le combat. Leur dire que la maladie est là, de dire que d'être consciente, de dire qu'il ne faut pas qu'elles acceptent de prendre la maladie dehors et de les amener dans les maisons afin d'infecter leurs parents ou bien leurs grands-parents. On les demande de respecter les gestes barrières. Vivre avec le virus ne veut pas dire vivre en contact avec le virus. Vivre avec le virus, c'est se protéger. La bataille n'est pas gagnée et il faudra la gagner impérativement. Et pour ça, il nous faut s'engager davantage à porter le masque, à faire porter le masque à nos familles, à nos parents, à nos amis, aux jeunes, et demander qu'ils arrêtent les matchs de football et les sports collectifs. Pour une lutte plus efficace, l'édile de la ville compte sur l'engagement des jeunes. La ville de Dakar, à travers donc la CPM, encourage les jeunes. Moi, je veux faire la promotion des jeunes. Besoin de résister à ce virus qui nous fait beaucoup de mal actuellement. Au début de l'épidémie, il n'y avait pas de morts. Maintenant, nous sommes à 2 ou 3 morts par jour. Et il paraît qu'on n'a pas encore atteint le pic de l'épidémie. Quand sera-t-il lorsque nous aurons atteint ce pic? Déjà, avec plus d'1 300 000 masques, la mairie de Dakar et ses partenaires veulent instaurer le slogan « Un citoyen, un masque » pour arrêter la chaîne de propagation dans la capitale. Dakar compte plus de 4000 cas sur les 6000 et quelques recensés. Le Sénégal a encore connu une semaine macabre, 17 morts liés à cette pandémie du coronavirus depuis lundi et 8 entre vendredi et samedi. Une situation qui installe l'inquiétude, d'où la nécessité d'insister sur la prévention et la sensibilisation. Ibou Diouf. Quand on parle du coronavirus au Sénégal et des chiffres de la semaine, la situation est toujours préoccupante malgré les efforts consentis par l'État et les différents acteurs engagés dans ce combat, ce qui confirme que les clignotants sanitaires sont toujours au rouge. Le Sénégal a franchi la barre des 100 décès liés au coronavirus depuis le début de la pandémie. 17 morts en 5 jours et 8 pertes en vies humaines liées au Covid-19 entre vendredi et samedi. Une courbe mortelle en flèche qui confirme la présence du virus au Sénégal. Encore un record qui oblige les autorités à passer à une étape supérieure dans la sensibilisation pour stopper cette série noire liée à cette pandémie. Avec les cas de mortalité en hausse et l'augmentation des cas graves, il est difficile de croire que la pandémie du coronavirus est maîtrisée au Sénégal. Le compteur s'affole encore. Les chiffres de la semaine sont loin d'être rassurants. Les autorités appellent à la mobilisation pour stopper la propagation du coronavirus. Une mission qui n'est pas au repos, surtout dans ce contexte d'assouplissement de certaines mesures et la reprise de plusieurs activités.
Et puis l'ancien gouverneur de Saint-Louis, Mbagnick Ndiaye, a prédit une situation économique très difficile sous peu au Sénégal avec la récession économique. Le président de l'association Pencum Sine Saloum invite les populations à se préparer. Le gouvernement fera face difficilement. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Ibrahima Diamé et Fally Gueye. Toutes les institutions économiques internationales comme la Banque mondiale et la CNUSET, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, prévoit une récession économique profonde comme celle de 1929. Et à cet égard, le chef de l'État vient de faire une adresse à la nation pour avertir des menaces de sécession qui pèsent sur notre économie. Et c'est pourquoi toutes les forces vives de la nation doivent se gendarmer, c'est-à-dire être debout comme un seul homme pour apporter leur contribution aux efforts de redressement de notre économie qui interpellent tous les secteurs. Il n'y a donc plus de sélection à faire, sinon un effort national de mobilisation. Et c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui nous sommes venus vous apporter la contribution de Pencum Sine Saloum à la lutte contre le Covid-19 qui consiste en 2000 masques qui permettent d'aider les populations à observer les mesures sanitaires. Ensuite, il y a des gels et des savons. Retenez que 3,5 millions de personnes ont reçu leur kit alimentaire, soit entière depuis le début des opérations de la distribution. 8 millions de personnes sont prévues selon Momar Ndao. Il reste encore du travail à faire. Nous écoutons le porte-parole du comité suivi Force Covid-19. Il y a environ 3 500 000 personnes qui ont reçu les kits. Sur 8 millions de visées. Le nombre de ménages, c'était 1 million de ménages pour 8 millions de personnes. Donc disons que nous avons à peu près le tiers donc en tout cas des familles visées, enfin des personnes visées qui ont déjà donc reçu effectivement l'aide alimentaire. Il y a du retard parce qu'il y a encore un peu plus de la moitié qui n'est pas encore définitivement remise aux populations bénéficiaires, tout simplement parce qu'il y a des produits qui ne sont pas au rendez-vous. Alors pour l'aide à la diaspora, effectivement, nous avons, il y avait 12,5 milliards donc, de prévus et à la date d'hier, 47 163 Sénégalais donc, ont déjà reçu une assistance et donc 1165 Sénégalais ont été rapatriés. Cela veut dire que si on calcule, il faut compter qu'environ pour la première phase, près de 6 milliards, 5 milliards 900 millions de francs CFA ont déjà été mis en application. Si vous regardez les financements qui ont été dépensés, pour l'instant, il a été engagé 346 milliards 970 millions sur les 1000 milliards qui sont engagés, mais vraiment engagés et payés. Alors maintenant, il y a des montants qui sont des facilitations fiscales. Donc ce n'est pas du décaissement immédiat, mais c'est en application donc, de ces facilitations-là que les montants-là seront mis en œuvre. Plusieurs difficultés donc ont été rencontrées dans la distribution de l'aide alimentaire. Selon Issa Sall, député, membre du comité de suivi Force Covid-19, le problème est le même partout. Après le tour des 14 régions du pays, au-delà du problème de stockage, il y a celui de la fiabilité du registre et un problème de manutention. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par la DIRPA. Souvent, les gens sont confrontés à des problèmes de stockage. Derrière, là, vous voyez un certain nombre de denrées stockées en plein air. Souhaitons peut-être que la pluie ne vienne pas tout de suite, parce qu'autrement, il y aurait des dégâts. Il y a aussi ce problème de fiabilité, hein, ça il faut le dire. Ce n'est pas uniquement spécifique à cet arrondissement, mais c'est pour tout le Sénégal. Il y a un problème de fiabilité au niveau du registre qu'il va falloir améliorer. Il y a aussi un problème de manutention, parce que vous savez, quand vous êtes dans un environnement aussi sablonneux que celui-là, un camion ne peut pas amener les vivres jusqu'à bon port. Donc là où se trouve le camion et là où on doit stocker les denrées,
il faudrait que ces denrées puissent être transportées, donc la manutention. Et je pense que dans cette logistique, dans ce processus, il n'a pas été prévu de prendre cela en charge. C'est pourquoi d'ailleurs c'est le maire, en ce qui concerne donc cette commune, qui a pris en charge l'essentiel donc de ce genre de travail. Donc ça, ce sont les problèmes que nous avons observés à travers le pays globalement. Parlons de toute autre chose à présent avec l'Agence nationale de conseil agricole et rural qui forme des producteurs et des techniques de l'agriculture. Ces derniers se chargent à leur tour de transmettre des technologies innovantes aux communautés à travers une approche dénommée Champs-École. Et l'ONCAR veut à travers ce programme améliorer la production agricole et lutter contre l'immigration clandestine. Aminata Gouyabi. Ce programme de formation des producteurs relais est déroulé depuis 2017. L'Agence nationale de conseil agricole et rural s'est fixé comme objectif de booster la production agricole afin d'inciter les jeunes à abandonner l'immigration clandestine. Le Sénégal se dote aujourd'hui d'une stratégie d'intégration des champs-écoles comme outil de conseil agricole et rural. Et dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, l'ANCAR déroule un programme de formation des producteurs, de formation des acteurs qui appuient les producteurs, les conseils agricoles et ruraux de l'ANCAR, les techniciens des ONG, des projets et programmes des SDDR pour les former sur les technologies innovantes, résilientes, permettent aux producteurs d'améliorer durablement leur productivité agricole. À cet effet, la deuxième cohorte de la coopération des facilitateurs de champs-écoles a été clôturée à Sokon dans le département de Foundiougne. Cette formation a permis de former 128 producteurs relais qui seront chargés de transférer leurs connaissances et leurs compétences en milieu réel, 75 techniciens spécialisés, 31 techniciens de l'ANCAR et des autres projets et programmes, 300 jeunes qui sont les porteurs de projets. Ce projet, son but est vraiment de lutter contre l'immigration rurale en fixant les jeunes au niveau de leur périmètre hydro-agricole. L'Agence nationale de conseil agricole et rural est accompagnée dans ce programme par l'Agence de coopération belge qui lutte aussi contre l'immigration rurale. Donc on a une convention de 260 millions de francs CFA. L'objectif aujourd'hui c'est de renforcer les capacités d'intervention, d'appui conseil, de promotion donc de l'animation rurale. Et au total, ce sont 6 000 emplois que l'ANCAR compte créer à travers ce projet au bout de 3 ans. Je vous l'annonçais dans les titres de cette édition, la reprise des hostilités entre retraités et la nouvelle direction de l'IPRES. Le cadre unitaire des associations des retraités du Sénégal exige l'audit et la publication des rapports émanant de ce contrôle. Là-dessus, nous écoutons les explications de Biram Fall, le coordonnateur du cadre, interrogé par Salif Sow et Asmalik Diop. Nous voulons que lui, en fait, en tant que nouveau directeur général, de passer quand même à faire un audit sur tout ce qui s'est passé à l'institution, à l'IPRES. Aussi, il faudrait quand même qu'il nous présente quand même sa feuille de route. Prenons exemple quand même, le problème de santé au niveau de la région de Thiès. Il est inadmissible quand même que les retraités quand même ne peuvent pas soigner avec leur famille. Nous voulons quand même attirer l'attention du directeur général qu'au niveau quand même de Dakar, il y a certaines poches comme par exemple Guédiawaye, Malika, Keur Massar, qui ne bénéficient pas quand même de centres médico-sociaux. Nous avons constaté que la valeur de points c'est à 29,5 francs. Et c'est vraiment faible par rapport maintenant aux autres pays qui nous entourent. Nous, ce que nous exigeons, le cadre unitaire exige au directeur de l'IPRES d'augmenter quand même la valeur des points à hauteur de 100 francs. Quand un retraité meurt, l'IPRES s'enrichit de 50% de sa pension au détriment des ayants droit. J'appelle à toutes les associations, les retraités du Sénégal, de faire un bloc assez consistant pour combattre maintenant ce truc-là, cette forfaiture.
Et puis un poste de haute tension et une ligne de moyenne tension prévue dans la zone économique spécialisée et la zone agropole de Sandiara. Ces projets de la Sénélec sont des demandes des autorités locales et industrielles et des populations environnantes. Le directeur de la Sénélec en visite dans la zone a promis de démarrer les travaux avant la fin de l'année. La correspondance d'Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Plusieurs entreprises de la zone industrielle de Sandiara ne fonctionnent pas avec l'électricité, une situation qui entraîne un ralenti dans les activités de cette zone. La zone économique spéciale de Sandiara, qui s'étend sur 100 hectares et qui aujourd'hui abrite 6 entreprises qui sont en activité et qui a un carnet aujourd'hui d'entreprises enregistrées de 33 entreprises. L'investissement c'est 42 milliards. Là aussi la demande c'est une ligne électrique qui est composée d'une ligne de haute tension pour permettre à ce que les entreprises aient de l'énergie 24 heures sur 24. En tournée dans la zone, le directeur général de la Sénélec prévoit un projet pour satisfaire la demande des autorités locales. Le projet, c'est à 2 niveaux. Il y a d'abord une ligne moyenne tension que nous allons tirer dans le cadre de nos projets. On en a échangé avec M. le maire. Et ça pourra aller très vite d'ici la fin de l'année. Mais l'autre projet majeur qui va concerner une alimentation sécurisée, c'est le poste haute tension. Heureusement, l'entreprise est sélectionnée, les études sont faites, on va bientôt démarrer les travaux. La Sénélec a aussi promis de l'électricité aux villages environnants et la zone agropole de Sandiara, Nguyen et Malikunda. Puis l'obtention du permis de conduire érigé en une obligation dans l'armée, cela a commencé avec la formation sur 2 mois des soldats réengagés cette année à Ziguinchor. Au moins 52 soldats sont concernés par cette formation. Suivons à ce propos les explications du lieutenant-colonel Aliou Samassa, commandant 5e bataillon d'infanterie de Ziguinchor, au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles, également mettre le soldat au premier rang, vraiment mettre l'homme au cœur du métier. Le commandement a jugé nécessaire, carrément, d'aider les soldats à obtenir le permis de conduire dès leur engagement. Donc tout militaire doit savoir conduire. Et ça, c'est une capacité que les gens vont développer en tout cas, je commence depuis longtemps, mais qui vont continuer à développer. Chaque militaire doit pouvoir conduire un véhicule. Et bien sûr, dans les règles de l'art, bien sûr. Là, au niveau du centre de Ziguinchor, que je l'appelle le centre de Ziguinchor, environ 50 stagiaires. Donc 50 stagiaires pour tous les militaires qui sont au 5e bataillon d'infanterie, au 25e bataillon de Rossan d'appui qui est à Bignona. Également les unités qui sont installées ici, qui sont carrément dans la zone militaire numéro 5. Donc environ 50 vont suivre le cours pendant 2 mois. Mais exactement, c'est une dynamique. Quand là c'est une dynamique, mais ça se poursuit. Donc nous, on ne fait que renforcer les dynamiques. Donc sûrement, pour tous les contingents à venir, donc tout engagé aura bien sûr son permis de conduire. Alors, c'était le dernier élément de cette édition. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout ton d'image. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.